Bonjour Gaétan. Bonjour Pierre. Je suis très content qu'on puisse se parler aujourd'hui parce que je posais la question tout à l'heure aux gens du Bloc québécois. Tu sais, qu'est-ce qui se passe du côté de Mark Carney? Est-ce qu'il est pris de court par tout ça, alors que, bien évidemment, on se doutait bien, il le savait, il doit son élection à la présence de Donald Trump. Tout le monde a paniqué puis se sont dit, on a confiance en lui. Mais j'ai constamment l'impression qu'il est pris au dépourvu. Et là, évidemment, au niveau des tarifs, les gens doivent avoir cette perception que, coudonc, c'est pour ça qu'on l'a choisi, puis il n'a pas l'air trop articulé dans sa réponse. C'est peux-tu? Ben moi, je trouve pas qu'il n'est pas articulé dans sa réponse, mais c'est sûr que nous, le public, les électeurs, on a fait un choix qui était un choix conséquent. On a regardé les deux candidats et on avait l'impression, et je comprends cette impression-là, que le profil de Mark Carney, à ce moment-là, était meilleur que le profil de Pierre Poilievre. 100 000 $. Mais Mais là, c'est une question de perception. Maintenant, est-ce que moi, je n'étais pas de ceux qui pensaient qu'il allait réussir des miracles avec un individu comme Donald Trump en face de Mhm. lui. Alors, Mhm. je pense que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que l'approche de Mark Carney a, à mon avis, été la bonne et demeure la bonne. Mais si on s'attendait à ce qu'il y ait une victoire spectaculaire contre Trump, ben là, on a tous erré. Mais Hmm. sur la question, est-ce qu'il avait le meilleur profil versus Pierre Poilievre, Ben la oui. réponse demeure aujourd'hui oui. Ben oui. Maintenant qu'on arrive où on est aujourd'hui avec Donald Trump, c'est pas surprenant. Mais est-ce que pour M. Carney, actuellement, c'est l'année de tous les dangers, là? Je veux dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a beaucoup milité, moi-même, à la Chambre des communes, pour en chasser, encadrer les GAFAM en général pour la vampirisation économique qu'ils représentaient. Puis on peut se douter des impôts qu'ils payaient, mais ne serait-ce que fermer les business locales. Après ça, ils remplacent ces business-là et ultimement, payent-ils tous les impôts qui leur sont dus? On en doute. Après ça, il y a toute la place à la culture, aux distinctions québécoises et canadiennes qui pouvaient y essayer. Et on a annulé ça. Le temps de le dire en voyant que c'était un irritant, c'est quand même un choix un peu chicken ici, là, non? Ouais, alors c'est un choix qui est discutable. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est sûr qu'il a été rapide à faire cette concession-là. On n'est pas nécessairement dans le secret des dieux. Peut-être que pour lui, c'était un essai pour faire Mhm. progresser sa négociation dans la coulisse, parce qu'évidemment, toutes ces choses-là se passent dans la coulisse. Et puis, c'est un essai qui a été un échec, c'est clair. Maintenant, admettons, puis là, je ne vais pas prendre sa défense, c'est pas ça, je fais des hypothèses. Si c'était un essai, ben, il a essayé avec quelque chose, entre guillemets, de mineur, parce qu'il y a quelque chose de plus gros encore, que sont les grands secteurs de notre économie. Et là-dessus, ben, il a maintenu le cap. Quand on regarde la situation actuellement d'aujourd'hui, là, la situation, elle est quand même moins pire qu'elle pourrait l'être. Pourquoi? Parce que comme plus de 90% de nos exportations tombent dans le territoire de l'ASEUM, alors, l'annonce de Donald Trump d'hier de mettre les tarifs à 35 Mhm. n'allait à peu près aucun effet dans l'immense majorité de notre économie. Par contre, c'est pas l'absence d'effet négatif sur la totalité de notre économie, parce que, et Il y c'est a là des où le bas emplois, il y a blesse, des emplois en jeu dans tout ça, là. absolument, et c'est là où le bas blesse pour le Québec, parce que l'aluminium, l'acier, le bois d'œuvre, la gestion de l'offre, c'est pas dans la CEUM. Mhm. Alors là, ça va être impacté éventuellement, nécessairement. Alors, Mark Carney, prenons l'hypothèse qu'il joue l'horloge, parce que je pense qu'il joue l'horloge. Mhm. Alors lui, depuis le début, là, on sent bien là qu'il attend de voir l'effet que vont avoir les tarifs de Trump sur son économie américaine. Et Mhm. là, hier et avant-hier, on a commencé à voir des vrais impacts. Alors, les vrais impacts, c'est que l'inflammation, pardon, déformation L'inflation. professionnelle, Ouais, 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 l'inflation, l'inflation, elle revient et elle risque de s'accentuer. Les chiffres de l'emploi étaient négatifs, même qu'après révision, on les a revus à la baisse pour les 2 mois précédents le dernier mois. Mhm. Et on a vu dans les états financiers de grandes compagnies comme Procter Gamble, Ford, GM et tout,
ces compagnies-là sont des compagnies manufacturières qui voient fondre leurs profits à cause des tarifs. Et ils le disent ouvertement. Et ils disent aussi ouvertement qu'ils n'auront pas le choix de refiler ce coût-là, cette perte-là, aux consommateurs. C'est quoi ça? Ça veut dire inflation additionnelle. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une situation au Canada où il y a une négociation qui continue. Il y a une annonce qui est faite par Trump. Les chiffres commencent à être mauvais pour Trump et si ça continue comme ça va aller mal pour lui. Pendant que nous, on a à absorber un choc dans un certain nombre de secteurs que j'ai nommés tantôt. Donc, vous rencontrez un peu l'opinion, Gaétan Barrette, vous rencontrez l'opinion, par exemple, de M. Caron de l'UPA qui disait faut être patient ici. Il faut essayer de ne pas faire de gestes trop rapides. Et tout à l'heure, les gens du Bloc québécois exprimaient aussi que les impacts ne sont pas immédiats compte tenu qu'on est sur des matières premières. Ça ne va pas impacter le marché américain immédiatement. C'est quand on imagine un robinet qui est fabriqué avec des pièces de cuivre qui arrivent de l'Iron, pas d'Iron Ore, qu'allais-je dire, chez Glencore. Ultimement, ou du Québec, des produits d'aluminium, c'est dans le processus industriel que les prix vont progressivement monter. Donc, on peut imaginer que ça va chauffer davantage. Mais est-ce que ça a déjà fait... je sais, par exemple, que Ford déjà a manifesté ses inquiétudes par rapport au prix de ses voitures qui seraient affectées par ces tarifs-là. Est-ce qu'il y a des précédents où on a vu que Trump a reculé vraiment parce qu'il y avait des pressions internes aux États-Unis? Moi, je ne suis pas un spécialiste américain. Est-ce que vous avez eu la chance de voir ça? C'est-à-dire que Trump, Trump, il recule. C'est arrivé à plusieurs reprises qu'il recule, ne serait-ce que sur les tarifs. La fluctuation des tarifs n'arrête pas. C'est tout le temps les tarifs qui changent. Trump, il est très sensible à l'opinion de sa base. Et essentiellement, ce qu'il recherche d'abord et avant tout, là, c'est un spectacle. Pouvoir dire devant une caméra, j'ai imposé un tarif de 35% aux méchants Canadiens parce que il y a trop de drogue qui passe, trop de fentanyl qui passe par la frontière. Hey, écoute, et puis, quelle grosse blague. Il commence à faire rire de lui, là. Alors, absolument. Mais même aux États-Unis, Gaétan Barrette, vous croyez que les gens disent, non, lâche-moi avec ton fentanyl? C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, là, les Américains, peu importe leur statut social, sont extrêmement sensibles à tout ce qui touche l'économie et leur portefeuille. Alors, l'inflation, même les MAGA vont pas le tolérer. L'emploi qui est censé être mirobolant sous Trump, ils vont pas le tolérer, c'est le contraire. Le manufacturier, le coût qui va... Non, ça ne passera pas. Et Trump, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il congédie, non mais ça s'invente pas là, il congédie la personne qui est en charge des statistiques sur l'emploi aux États-Unis. Oui, il a fait ça aujourd'hui, là, après-midi. Il a congédié la personne en charge du bureau de la statistique du travail des États-Unis en disant c'est des fake labor jobs. C'est comme les fake news, là, et il a accusé la personne qui est là depuis un certain temps de faire des statistiques frauduleuses pour orienter le débat politique. Écoute, à un moment donné, là, quand on additionne les choses, il est mal pris actuellement, Trump. Il est mal pris avec l'affaire Epstein. Il est mal pris avec les grandes entreprises qui font plus de profit. Il est mal pris avec l'emploi. Alors, il bombe le torse. Il dit n'importe quoi, c'est son style. Mais il attend que les gens changent de canal, là, évidemment, j'imagine bien. Mais si ça se maintient, ce climat-là, là, il ne pourra pas s'en sortir. Alors là, c'est bien beau tu connais Fred Bastien, il lève la main, il dit « Je veux intervenir ». Non, mais j'ai une question pour Gaétan. Bonjour. Premièrement, c'est fascinant là, ce que tu viens de soulever. Là. C'est littéralement tirer le messager. Là. C'est une expression anglophone qui dit « Don't shoot the messenger ». C'est incroyable. Sinon, je me disais, l'idée de jouer l'horloge, là, de prendre son temps pour que les effets se fassent ressentir chez les Américains, je me demande s'il n'y a pas un risque considérant que l'accord Canada, États-Unis-Mexique, la CEUM, là, qui nous protège 90% de nos exportations présentement de ces tarifs-là, mais vient à échéance en 2026, là, c'est là où on doit le renouveler. J'ai l'impression que plus on attend, plus on se rapproche de cette négociation-là qui pourrait là, nous mettre dans le trouble pour longtemps. Et tu as parfaitement raison. Et moi, je retiens ici 2 éléments. Le premier, c'est que Trump, comme tu l'as sans aucun doute remarqué, n'a pas déchiré la CEUM. C'est le genre, lui, à faire ça. Hein? Mettre des tarifs, même si c'est illégal, parce qu'il est en cours actuellement aux États-Unis sur ce sujet-là, c'est son genre de faire des affaires illégales.
puis on réglera ça après devant une autre cour. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait probablement, il l'admettra jamais, que lui, ce qu'il veut, c'est une manchette. J'impose ma volonté, c'est un succès, méchant Canadien, méchant Mexique, méchant Chine. Mais il l'a pas fait. À l'inverse, par contre, moi, je suis 100% d'accord, Fred, avec ce que tu viens de dire. C'est sûr que si les effets dans l'horloge, là, dans le temps, arrivent pas au bon moment, mais quand on va renégocier, ça sera pas une renégociation de la nouvelle entente de l'ACUM, là, ça va être une imposition. Et on sait que Trump, lui, un de ses fantasmes, et je pense qu'il l'a encore, c'est, tu sais, on dit, c'était niaiseux, il fera jamais ça, l'annexion du Canada, mais nous étouffer économiquement, il peut le faire. Il peut pas le faire là, parce que l'ACUM est en place, mais lorsqu'il y aura plus d'ACUM, parce que ça arrive, il y a une date butoir, ben là, ça sera pas une renégociation avec Trump, là, ça va être une imposition. Et là, ça peut très mal aller pour nous. Alors, la game qu'on joue, c'est une game de chicken, dans une certaine mesure. Lequel des deux va plier en premier? Et nous, on joue l'horloge. Cette semaine, ça a été bon pour nous. Et techniquement, ça devrait continuer à l'être. Et Trump, lui, je suis convaincu que dans sa tête, il joue la même horloge, mais avec un autre objectif, c'est de nous planté en 2026. Et de voir théoriquement ses finances bonifiées par tous ces tarifs qui vont rentrer puis qui vont pouvoir compenser le hausse du coût de la vie. Je ne voudrais vraiment pas qu'on se laisse avant qu'on ait la chance de parler de la CAQ actuellement, de M. Legault qui espérait avoir une boussole il y a quelques années, quelques mois. Et aujourd'hui, on pourrait espérer que M. Drainville demande une calculatrice. J'étais dans une manif à la chute l'autre jour. Les gens, il n'a pas juste coupé, il a coupé en bout de ligne, il a remis l'argent, mais il manque quand même 30 millions, c'est pas rien, sur des services qui sont si précieux pour une clientèle qui est si vulnérable. C'est l'opération politique la plus malsaine que j'ai vue depuis longtemps. On va récapituler, là. Quand on le met bout à bout, là, c'est vraiment, c'est de la manipulation politique pure et simple, là. Juin, on annonce une coupure de 570 millions. Ouais. Là, évidemment, tout le monde est dans les vidéos dans l'éducation. On parle d'éducation, évidemment, tout le monde a compris. Et là, Bernard Drainville essaie de nous faire croire qu'il a entendu, il a compris ce qu'il n'avait pas compris avant parce qu'il a consulté et il ramène 540 millions. Ouais, OK, c'est correct. Alors, moins 570 plus 540, tu restes à moins 30. Mais là, cette semaine, il y a plus que ça. Et c'est là qu'est la manipulation. Il sort. On comprend pas pourquoi il sort actuellement. Il s'en va dire, on peut le décoder là, il s'en va dire au centre de services scolaires, vous allez devoir rendre des comptes, il n'est pas question que le 540 millions aille ailleurs que dans les services aux élèves, et en plus, vous devez continuer à faire de la rationalisation, il n'y a pas appelé ça des coupures, mais il faut aller chercher de l'argent dans l'administratif. Alors, sa vraie phrase de son équation, là, c'est moins 570 plus 540 moins combien, on ne le sait pas. C'est là qu'il y a la manipulation. Il n'a pas dit, on veut que vous alliez chercher de l'argent dans l'administratif à hauteur de, parce que ça fait moins 570 plus 540 et moins 50, 100, 150. Et là, la seule question qu'on peut poser, c'est, Monsieur le ministre, est-ce que vous voulez financer votre 540 millions encore par l'administratif? Auquel cas, par ricochet, ça va avoir des impacts sur les services aux élèves. Il a fait bien attention de ne pas mettre de chiffres et c'est ça passe-passe, mais la pression, elle est là pour quand même couper. Ben, écoute, alors, c'est tout un bel écran fumé qui, en passant, est exactement ce que la CAQ a fait quand ils ont harmonisé, uniformisé la taxe scolaire. Ça a été un beau spectacle, là, mais ça a fait un manque à gagner qui a été pris ailleurs dans l'enveloppe du gouvernement, dans le fonds consolidé. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on est dans le déficit. Alors, quand on dit là, qu'on a un gouvernement comptable et qu'un comptable peut faire dire n'importe quoi aux chiffres, là, ben Bernard Drainville a passé cette semaine son examen en comptabilité créative. C'est épouvantable. Et c'est une gestion vraiment comme de cabochon. On sait qu'il y a eu des écarts. On a redonné 500 $ à tout le monde, etc. Puis là, tout d'un coup, on a des déficits. Puis on fait ça l'été. Hey, on connaît tous la recette de faire une annonce le vendredi après 6 heures le soir. Ben là, c'est en pendant les vacances de construction. Gaëtan Barrette, merci beaucoup. À la semaine prochaine, peut-être. Salut.